Un moniteur montre les battements du cœur qui ralentissent jusqu'à disparaître. Hiraku se souvient de ces images lorsqu'il ouvre les yeux. Lorsqu'il sort pour affronter sa journée, il est accueilli par des habitants semi-humains. Pour comprendre la chance d'Hiraku, il faut revenir au début. Quelque part dans le cosmos, le dieu qui gouverne le monde parle à Hiraku. Hiraku a vécu 39 ans de grandes difficultés, a été trahi par ses amis et est finalement mort d'une maladie incurable. Chanceux, dirais-je. Après une vie cruelle, le dieu donne à Hiraku une nouvelle chance, avec un corps sain et sans maladie. De plus, le dieu permet à Hiraku de demander n'importe quoi pour l'aider à vivre sa nouvelle vie comme il l'entend. Curieusement, Hiraku demande une vie de fermier tranquille, loin de la civilisation. Ayant vu une émission sur l'agriculture à la télévision alors qu'il était cloué sur son lit d'hôpital, Hiraku aspire désormais à cette vie simple. Le dieu informe Hiraku qu'il recevra le pouvoir outil agricole tout-puissant. Hiraku se réveille, allongé sur le sol d'une forêt au milieu de nulle part. Hiraku est plus jeune de plusieurs années que lorsqu'il est mort dans sa première vie et il souhaite profiter au maximum de sa nouvelle vie en tant que fermier. Réfléchissant à ce qu'il peut faire pour l'instant, Hiraku essaie l'outil agricole tout-puissant et une roue apparaît comme par magie dans sa main. En évaluant le terrain, Hiraku se rappelle qu'il devra se procurer de l'eau et de la nourriture avant de planter quoi que ce soit. En explorant la région, Hiraku cherche une rivière, mais il n'entend que des feuilles. C'est alors qu'il aperçoit au loin un arbre à l'aspect unique, parfait pour la base d'Hiraku. Après avoir exploré la région, Hiraku ne trouve pas de rivière ou d'étang à proximité. Pour trouver de l'eau, Hiraku essaie la radiesthésie, une méthode qui consiste à trouver de l'eau en bougeant un bâton, mais il n'y parvient pas et décide donc de creuser sans fin jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Comme dans Minecraft, Hiraku se rend compte qu'il ne peut pas creuser en ligne droite, mais en diagonale. Il creuse encore et encore, jusqu'à ce qu'il trouve enfin de l'eau. Il doit ensuite trouver de la nourriture, mais Hiraku n'a toujours pas faim et continue à construire sa base d'opération. Le long du chemin, Hiraku trouve un arbre solide et pense qu'il doit faire une entaille des deux côtés. Mais d'un seul coup, Hiraku coupe l'arbre proprement avec sa hache. Hiraku traîne le tronc à l'aide d'un outil dont il ne connaît pas le nom, jusqu'à ce qu'il parvienne à l'imaginer et que l'outil agricole apparaisse. Le soleil commence à se coucher et Hiraku regarde fixement le tronc. S'il s'agissait de Minecraft, il aurait déjà construit une cabane, mais ce n'est pas aussi facile qu'il le pensait. Réalisant qu'il fait presque nuit, Hiraku essaie de trouver une source de lumière, une torche, une lampe, un briquet, une allumette, n'importe quoi. Mais ses talents d'agriculteur ne lui permettent peut-être pas d'obtenir un tel objet. Hiraku fait donc apparaître une loupe, mais il devra attendre que le soleil réapparaisse pour l'utiliser. À la tombée de la nuit, Hiraku creuse à la hâte un trou dans le tronc pour s'abriter temporairement. Étonnamment, Hiraku est capable de bien voir la nuit. Est-ce grâce au corps sain que le dieu lui a donné ou aux deux lunes dans le ciel? Le soleil brille un nouveau jour et, après avoir bu l'eau du puits, Hiraku allume un feu. Lorsqu'il commence à manquer d'énergie à cause de son travail, Hiraku pense qu'il doit chercher de la nourriture. Heureusement, un lapin monstrueux l'attaque. Il n'a pas le meilleur goût, mais il est comestible. Tout ce qui entre ressortira plus tard, et c'est pourquoi Hiraku construit des toilettes avec un système d'évacuation et des rideaux de bois pour l'intimité. Une fois libéré, Hiraku réfléchit à ce qu'il peut cultiver, mais au coucher du soleil, il doit encore parcourir la forêt à la recherche de graines à planter. À son grand étonnement, le lendemain matin, des germes poussent dans chaque rangée du champ. Hiraku ne sait peut-être pas ce qu'il fait pousser, mais il protégera ses champs quoi qu'il arrive et il s'emploie donc à placer des clôtures et à creuser une tranchée autour de la zone. Il lui faut quelques jours pour achever le travail, tout en abattant les lapins qui tentent de l'attaquer. Hiraku se demande pourquoi ils le prennent pour cible, mais au moins il a une source de nourriture constante et gratuite. Quelques jours plus tard, Hiraku se construit enfin une hutte après bien des efforts. Un jour, Hiraku aperçoit deux gros chiens à l'extérieur de la clôture et, voyant qu'ils sont blessés, il les invite à entrer. Heureusement, Hiraku a des restes de viande d'un sanglier qu'il a abattu et regarde les chiens manger avec joie. Surprise, la femelle est sur le point de mettre bas. Après avoir réfléchi à la manière d'aider à la naissance, Hiraku décide d'allumer un feu de joie à l'extérieur de la hutte. Le lendemain matin, Hiraku est ravi de trouver 4 chiots en bonne santé dans la maison. Voyant les chiens parfaitement installés dans la hutte, Hiraku décide de construire une meilleure hutte pour sa maison. Bientôt, les cultures d'Hiraku sont prêtes à être récoltées. Les tomates sont peut-être petites, mais elles sont juteuses. Pendant qu'il s'occupe de la récolte, les chiens, Kuro, le père, et Yuki, la mère, partent à la chasse au gibier et patrouillent dans les environs. Pendant ce temps, les chiots Kuroashi, Kuroni, Kurozan et Kuroyon font de jolies choses. Étonnamment, les chiens aiment manger des légumes, ce qui incite Hiraku à faire de son mieux, lentement et paisiblement. Depuis une autre demeure, le dieu contrôle Hiraku. Par erreur, il a permis à un homme gentil et innocent de vivre une vie digne d'un pêcheur. Cependant, le dieu a commis une autre erreur en envoyant Hiraku dans une forêt située dans une région dangereuse et peuplée de monstres maléfiques. On l'appelle littéralement « la forêt de la mort ». Désormais, le dieu ne peut plus interférer avec la vie d'une âme une fois qu'elle a commencé.
Pendant ce temps, Hiraku en apprend davantage sur le tout-puissant outil agricole au fil des jours. Par exemple, en imaginant les plantes qu'il veut faire pousser pendant qu'il utilise l'outil agricole, Hiraku les sème dans le sol. Hiraku a également remarqué que les plantes plantées à l'aide de l'outil agricole poussent très rapidement. Pour remercier les dieux qui lui ont accordé cette vie, Hiraku décide de leur faire des statues. Les choses se civilisent peu à peu, même si la cuisine d'Hiraku a encore besoin d'être améliorée. Il ne peut que faire bouillir de la viande de lapin et des légumes frais de la ferme, car il n'a rien pour les assaisonner. Après s'être rassasié, Hiraku décide de planter des arbres fruitiers. Il faudra des années pour qu'ils donnent des fruits, Hiraku devra donc être patient. En attendant, passer du temps avec les chiens est un bon moyen pour Hiraku de passer le temps. Les chiens sont également très utiles pour trouver son chemin dans la forêt. Grâce à eux, Hiraku trouve une rivière à 30 minutes de sa base et en creusant un chemin, Hiraku peut amener de l'eau jusqu'à sa maison. De retour chez lui, Hiraku agrandit ses champs pour y faire pousser des pépins de raisin pour l'huile, du blé pour la farine et de la canne à sucre pour le sucre. Si seulement il pouvait aussi cultiver du sel. Les jours passent et le temps commence à se refroidir. Pour se préparer à l'hiver, Hiraku utilise la peau de lapin géant, mais elle sent très mauvais. La seule solution est de rester à l'intérieur et de ramasser du bois et de la nourriture. Pendant qu'Hiraku s'y emploie, Kuro l'avertit de la présence d'un visiteur. Il s'agit d'une araignée géante capable de fabriquer de très beaux tissus. Hiraku décide de nommer l'araignée Zabuton et de la laisser vivre dans le grand arbre, en mangeant des pommes de terre. Grâce à l'araignée géante, Hiraku a maintenant des vêtements, des draps et des rideaux pour l'hiver. Tout en mangeant des pommes de terre insipides, Hiraku se demande depuis combien de temps il n'a pas parlé à quelqu'un. Il risque d'oublier comment parler. La saison froide s'estompe et le printemps arrive bientôt. Hiraku observe avec joie et tristesse l'entrée dans la forêt des louveteaux devenus adultes. Il n'est pas trop tôt. Ils sont tous revenus avec leurs nouveaux compagnons. Zabuton arrive également avec un groupe d'enfants. La famille s'est agrandie. Comme il y a de plus en plus de bouches à nourrir, Hiraku doit travailler encore plus dur. Alors qu'il laboure les champs, Hiraku entend l'alarme de Zabuton. Kuro le conduit au milieu de la forêt, où Hiraku trouve une jeune fille légèrement vêtue. Elle a l'air en détresse tandis que les chiens et Zabuton l'entourent. Hiraku tente de les arrêter en s'approchant de la jeune fille qui lui demande de l'aide, mais alors qu'il se penche pour lui donner sa veste, Hiraku est mordu au cou. La fille est un vampire. Malheureusement pour elle, mordre Hiraku est une grave erreur. Les chiens l'attaquent immédiatement, la ramenant à sa forme plus petite et non vêtue. Bien que la jeune fille admette qu'elle a attaqué les chiens en premier, Hiraku se sent mal pour elle. Il lui offre donc son sang pour l'aider à guérir. Grâce à la bénédiction du dieu, le corps sain d'Hiraku peut résister. Après avoir terminé, Hiraku remarque qu'elle est plus petite que sa forme précédente. Il lui offre plus de sang pour qu'elle puisse prendre sa forme complète. C'est évidemment par inquiétude et non parce qu'Hiraku veut voir son physique plus mature. On y croit. À la base d'Hiraku, il coupe une tomate pour que la fille la goûte et elle l'aime beaucoup. Comme la jeune fille veut en savoir plus sur l'agriculture, il passe le reste de la journée à s'occuper des cultures. À la tombée de la nuit, il se retire dans la hutte, où la jeune fille enregistre avec plaisir tout ce qu'elle a appris. Hiraku découvre qu'elle s'appelle Lululusi et qu'elle fait des recherches sur les plantes médicinales. Comme des nobles essayaient de lui voler ses recherches, la jeune fille s'est enfuie à la recherche d'un endroit où se cacher. Elle a alors entendu parler de cette forêt et a décidé que s'y rendre l'aiderait à poursuivre ses recherches. Lui découvre qu'il n'a aucune idée de la réputation sauvage de la forêt, mais qu'il apprivoise de nombreux monstres. Alors que lui demande si elle peut lui rendre visite à nouveau, Hiraku lui demande de rester avec lui pour toujours. Bien qu'il n'ait pas d'intention romantique au départ, Hiraku demande à Lu de devenir sa partenaire de vie. Lu accepte et Hiraku se jette sur elle pour la serrer dans ses bras, tout excité. Le lendemain matin, Lu choisit de rester sous sa jeune forme afin que Hiraku puisse mieux se contrôler. Lu devient ainsi le premier habitant du village demi-humain d'Hiraku. Lu utilise une magie simple pour éclairer divers endroits du village. Quant au sel, Lu indique une bande de sel sous le sol qu'Hiraku n'a pas remarqué. Il a donc mangé de la fadeur tout le temps en vain. Il ne profite que brièvement de la tranquillité du verger, lorsque Zabuton donne l'alerte. La situation semble familière, mais au lieu d'un vampire, c'est un ange qui est coincé par des chiens. Hiraku la libère, mais il remarque que Lu tente de quitter les lieux. L'ange ordonne au vampire de s'arrêter et les chiens attaquent l'ange. Quelques instants plus tard, Lu présente Hiraku à l'ange comme son mari. L'ange s'appelle Tia et dans ce monde, les anges sont une race de guerriers. Tia cherche Lu car sa tête est mise à prix après que le vampire se soit déchaîné et ait irrité un noble. Au cours de leur conversation, Lu demande avec enthousiasme si Tia veut vivre avec eux. Hiraku est bien sûr tout à fait d'accord. Bien qu'incertaine, Tia suit Lu pendant que le vampire lui fait visiter les environs. Une fois la visite terminée, Lu emmène Tia dans les champs. Hiraku montre à Tia comment récolter les choux. À la fin de la journée, ils ont récolté des tonnes de produits. Plus tard dans la soirée, Tia savoure le goût merveilleux des fraises et apprend à quel point le travail à la ferme peut être gratifiant. Lu profite de ce moment pour demander à Tia de rester. Le lendemain, Tia invoque un golem de pierre pour l'aider à ériger des clôtures. Alors qu'il transporte la récolte, les nouveaux oursons viennent les saluer.
la famille de Kuro et Yuki est devenue très nombreuse, à tel point qu'Hiraku a du mal à les nommer tous. Hiraku construit un espace pour les chiens à côté du verger pour faire de la place au nombre croissant de chiens. Pendant ce temps, certains des enfants de Zabuton s'envolent pour un nouveau voyage, tandis que d'autres ont choisi de rester. Même Tia demande bientôt à partir, mais elle revient bientôt avec cette fille elfe dirigée par Léa, qui ont entre 300 et 400 ans. Elles vivaient toutes dans un village situé loin au nord, mais leur peuple a été anéanti après avoir été entraîné dans une guerre entre humains. Après avoir entendu leur triste histoire, Hiraku accueille volontiers les filles dans son village. Avec l'arrivée de cet nouveau villageois, ils vont devoir construire une véritable maison. Les elfes en savent plus sur la construction que Hiraku, qui se contente donc de creuser des trous, d'aplanir le sol et de ramasser du bois pour eux. Au bout de 10 jours, une maison très spacieuse est achevée. Plus tard dans la journée, les filles elfes participent aux travaux de la ferme. Pendant qu'Hiraku et Léa ramassent de l'ail pour le stocker, Léa dit qu'elle a l'intention de faire des travaux d'extraction et de forge pour le remercier de son hospitalité. Ils construisent rapidement un poste de travail de forgeron, qu'ils utilisent pour fabriquer un wok pour Hiraku. Pendant près de 200 ans, les elfes n'ont pas réussi à s'installer et à se reproduire. Au moins, ils ont maintenant une chose sur deux obtenue. Hiraku évite de parler de la deuxième chose pour l'instant. Le lendemain, Leaf aborde Hiraku pour lui demander si elle peut leur faire du pain, ayant vu que le village possède un champ de blé. Grâce à la levure qu'elle apporte avec elle, ils peuvent faire du bon pain à partager avec tout le monde. Alors qu'il envisage d'agrandir les champs de blé, Hiraku se demande si le terrain appartient à quelqu'un. Lui répond qu'il appartient au roi des démons, mais comme Hiraku a tout construit sans aide extérieure, il peut revendiquer ce terrain comme le sien. Je ne crois pas que ça marche comme ça. À la nuit tombée, Hiraku se consacre à sa cabane en bois. Le lendemain, l'araignée se présente avec une guêpe géante attachée, alors Hiraku construit une ruche pour la production de miel. Hiraku construit également un réservoir dans l'intention de puiser l'eau de la rivière. Ils utilisent alors des briques fabriquées avec le marteau magique pour enfin transporter l'eau. Enfin, ils ne doivent plus marcher une demi-heure pour aller chercher un seau d'eau. En plus de l'eau, du poisson arrive de la rivière, un aliment qu'ils n'avaient pas apprécié depuis longtemps. L'eau étant désormais disponible, Hiraku décide de construire une rizière. Il demande donc aux filles elfes de planter des pousses de riz dans l'eau. Une fois que le riz a poussé, Hiraku fabrique une batteuse et montre aux filles comment l'utiliser pour obtenir du riz. Ensuite, Hiraku demande à Lou d'allumer un feu pour faire bouillir le riz. Enfin, Hiraku crée de parfaits onigiri au saumon pour les filles, qu'elle adore. Après une journée de travail dans les champs, Hiraku remarque que les filles elfes se nettoient avec leur magie. Il manque donc un bain chaud. Mais où ira l'eau sale? Heureusement, dans ce monde, il y a les limaces, qui sont de véritables charognards. Ce soir-là, c'est l'heure du bain et il est obligé de se déshabiller devant les filles pour leur montrer comment fonctionne un vestiaire et une baignoire. Le voyant soulagé, les filles se déshabillent et sautent dans la baignoire avec lui, arguant qu'il est préférable de se baigner ensemble. Le lendemain, Hiraku constate que ses champignons ont poussé, mais 5 autres filles elfes arrivent soudain à la recherche d'un abri. Lui motive les filles à aider à agrandir le village et à faire beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants? Avec qui? En voyant la vie heureuse d'Hiraku, le chef des loups se remémore un souvenir. Il s'avère que le loup était le légendaire loup démon de l'enfer, réputé pour ses formidables prouesses. Plus tard, il rencontra une femelle encore plus forte que lui et tomba amoureux d'elle. Peu de temps après, la louve tomba enceinte. Par malchance, ils rencontrèrent le souverain de la forêt, l'ours Grapplé. Alors qu'ils attendaient désespérément la mort, Hiraku apparut. Sentant le puissant mana de l'outil agricole omnipotent d'Hiraku, le chef des loups démons pensa qu'ils allaient être tués. Mais le destin a pris une tournure imprévue. Non seulement Hiraku les a adoptés, mais il les a aussi régalés de délicieux sangliers. Ce que Hiraku ne sait pas, c'est que les sangliers qu'il a chassés sont des monstres terrifiants dans la forêt et qu'il existe une autre règle dans ce monde, à savoir que les femelles sont beaucoup plus fortes que les mâles. Voyant qu'Hiraku a conquis tant de femmes, le chef des loups démons se prend d'admiration pour Hiraku. Les membres étant de plus en plus nombreux, les maisons existantes sont trop petites pour y vivre. Hiraku travaille avec d'autres pour construire une très grande villa où chacun a sa chambre. Le plus étrange, c'est qu'il y a aussi des chambres spécialement préparées pour que les elfes puissent se reproduire. Un jour, Hiraku a une nouvelle idée et il a l'intention de préparer son ingrédient préféré, le curry. Il a déjà planté à l'avance des épices spéciales pour le curry et, grâce à l'utilisation de l'outil agricole omnipotent, les plantes qui ne peuvent pas pousser dans les régions enneigées peuvent quand même pousser avec succès. Les graines de cumin apportent l'essence aromatique principale, tandis que le curcuma est l'ingrédient principal responsable de sa couleur. En outre, les graines de coriandre et la coriandre sont également des composants essentiels pour rehausser la saveur. Les loups démons sentent curieusement la coriandre, mais ils en sont assaillis et s'enfuient immédiatement. En voyant cela, Tia et Ru s'intéressent immédiatement à la question. Lorsque Hiraku rassemble les ingrédients nécessaires à la préparation du curry, Tia et Ru disparaissent. Quelqu'un dit qu'ils sont allés étudier la coriandre et qu'ils ont l'intention de faire une potion pour chasser les démons.
Cependant, il y a aussi des beautés elfiques qui aident Hiraku et pendant la cuisson, l'odeur du curry attire de nombreuses beautés à proximité. Hiraku prévoit de préparer un plat de base, le naan, un plat spécial à base de farine. C'est son plat préféré lorsqu'il mange du curry. Peu après, les naans et le curry sont cuits. Hiraku invite chaleureusement toutes les filles présentes à déguster le plat ensemble. Cependant, le naan et le curry ont l'air si mauvais que les filles hésitent à les manger. Avec l'insistance de Hiraku, Ru prend courageusement la première bouchée et tombe immédiatement amoureuse des saveurs uniques. Encouragée par la réaction positive de Ru, les autres filles prennent leur courage à deux mains pour goûter le plat et sont toutes fascinées par sa délicatesse. En un rien de temps, le plat est terminé par les filles. Hiraku regrette un peu de ne pas avoir beaucoup mangé, mais la satisfaction de voir tout le monde se régaler des plats qu'il a préparés le remplit de joie. Hiraku commence à préparer des provisions pour l'hiver et l'araignée confectionne des édredons, tandis que Ru et Tia font de la magie pour préparer de la viande facile à conserver. Hiraku ne sait pas faire de magie, il ne peut donc créer qu'un simple réfrigérateur pour conserver les légumes grâce à ses connaissances en agriculture. Le soir, il se plaint à Ru qu'à chaque fois qu'il voit Ru et les autres faire de la magie, il se dit que ce serait bien s'il pouvait lui aussi faire de la magie et qu'il a l'impression que tout le monde est très doué, sauf lui qui ne sait que cultiver et cuisiner. Contre toute attente, Ru lui dit qu'au fond de lui, Hiraku est le meilleur d'entre eux, capable de construire une maison où les gens se sentent à l'aise en peu de temps, ce que personne ne peut faire dans ce monde chaotique. Sous le réconfort de Ru, Hiraku se sent enfin moins déçu. L'hiver est bientôt arrivé. Pour rendre la vie moins ennuyeuse, Hiraku utilise l'outil agricole omnipotent pour fabriquer des jeux de société, y compris des échecs inversés et même du mahjong. À sa grande surprise, les loups démons apprennent rapidement les règles et deviennent des maîtres des échecs. Plus tard, ils maîtrisent même le mahjong et Hiraku n'est plus de taille à les affronter. Il semble que les loups démons possèdent également une intelligence remarquable. Hiraku et les filles passent ainsi un hiver très agréable. Le printemps arrive et l'araignée tire la sonnette d'alarme. Une wyverne géante apparaît au-dessus de la ferme d'Hiraku. Avant que Hiraku ne puisse réagir, la wyverne crache une boule de feu. Tia et Ru s'allient pour lancer une barrière afin d'y résister, mais les flammes mettent le feu à certains champs de la ferme. Wyvern est un monstre de haut niveau et Tia et Ru ne sont pas sûrs de pouvoir le vaincre. S'ils échouent, la ferme construite grâce aux efforts d'Hiraku sera complètement détruite. Hiraku est très inquiet. Il veut seulement protéger sa ferme et ses nouveaux compagnons. L'outil omnipotent se transforme en lance. Fort de cette nouvelle arme, Hiraku lance directement la lance vers la wyverne. La lance transperce sa défense et ses ailes, ce qui incite Hiraku à enchaîner avec une autre attaque, réussissant à pénétrer le corps de la wyverne. Tia et Ru sont choqués par la force d'Hiraku, qui a vaincu le monstre de haut niveau de ce monde en seulement 2 attaques. Ils trouvent le corps de la wyverne, qui a dû passer accidentellement près de leur ferme, au grand soulagement d'Hiraku. En regardant le corps de la wyverne, Hiraku demande « On peut le manger ?» Peu après, Hiraku transforme la viande de la wyverne en divers aliments. Dans ce monde, la viande de wyverne est un aliment précieux et on raconte que certains rois ne peuvent pas la goûter même avec toutes les ressources du pays. Ru demande à Tia, tout en dégustant la viande de wyverne, si elle peut bloquer l'attaque de la lance d'Hiraku et Tia répond rapidement que c'est impossible car l'attaque d'Hiraku est au-delà de ses capacités de résistance. Les 4 grands généraux du royaume démoniaque ont la même idée que Tia. La nouvelle de la victoire d'Hiraku sur la wyverne il y a peu s'est répandue dans tout ce monde et après avoir évalué la force d'Hiraku, les 4 généraux constatent qu'ils ne sont absolument pas de taille à l'affronter. En ce moment, ils se sentent troublés par cet homme fort qui apparaît soudainement. Pendant ce temps, en voyant les raisins de la ferme, Hiraku a une excellente idée, celle de faire un vin délicieux. Bientôt, il prépare les récipients et les outils indispensables à la fabrication du vin. La partie la plus importante du processus consiste à fouler les raisins avec les pieds. Cependant, Tia trébuche accidentellement et s'assoit sur les raisins, ce qui donne au vin une saveur particulière. Grâce à leurs efforts conjoints, ils produisent plusieurs tonneaux de jus de raisin qui, après fermentation, se transformera en vin. Le lendemain matin, l'araignée sonne l'alarme. Hiraku trouve une fille et Ru est surpris de la voir. Il s'avère que la fille est Flora, la sœur de Ru, et qu'elle a entendu dire que l'ange Tia avait jeté son dévolu sur Ru, alors elle la poursuit jusqu'ici. Sous les explications de Ru, Flora apprend qu'Hiraku est le maître de Ru et qu'il n'y a pas si longtemps. Hiraku a vaincu une wyverne. Sachant que Flora est la sœur de Ru, Hiraku l'invite chaleureusement à rester et lui offre de la viande de wyverne très précieuse ainsi que de délicieux mets. Flora est conquise par la nourriture et décide de rentrer chez elle une fois pour s'y installer pour longtemps. Un mois plus tard, Flora arrive à la ferme avec quelques servantes et 2 vaches. Hiraku est très heureux de pouvoir disposer de lait, avec lequel il peut préparer de nombreuses cuisines à base de lait. En voyant Flora arriver avec un groupe de servantes, Tia se rend compte qu'elle est le seul ange de la ferme alors que les autres races ont toutes de nombreux membres.
En pensant à cela, elle propose immédiatement de sortir. Peu après, Tia revient à la ferme accompagnée de ses hommes de clan, dont des anges chargés de patrouiller et des hommes lézards spécialisés dans les travaux manuels. Elle amène plusieurs poules, ce qui leur permet d'obtenir des œufs. Au fur et à mesure que de nouveaux membres les rejoignent, la ferme s'agrandit. La ferme ressemble désormais davantage à un village. Poussé par l'araignée, Hiraku s'inspire de l'arbre qui se trouve au milieu du village. Le soir, Hiraku annonce que leur village est officiellement nommé Great Tree Village et pour commémorer la nuit, Hiraku sort le vin qui a été fabriqué peu de temps auparavant. Sous les acclamations, Hiraku devient le chef du grand village des arbres. Le soir, tout le monde s'amuse et montre sa passion pour cette nuit spéciale. Hiraku est déterminé à protéger les villageois qui se trouvent devant lui au fil du temps. Chacun s'adapte progressivement à son travail. Un jour, l'ange chargé de la patrouille signale l'arrivée de Bezel, le messager du royaume démoniaque. Présentant le cadeau qu'il a soigneusement préparé, Bezel annonce qu'il vient envoyer un message au Seigneur ici présent de la part du roi des démons. Il a l'intention de discuter avec le Seigneur au sujet de la propriété des terres. Hiraku se souvient que Ru lui a dit un jour que leur ferme se trouvait en fait dans le royaume du roi démon. Hiraku devine que le roi démon essaie peut-être de lui demander de payer des impôts. Il propose donc immédiatement de donner 10% de la récolte de la ferme en guise d'impôt si le roi démon le laisse vivre ici. Bezel est un peu surpris d'entendre les paroles d'Hiraku, mais il accepte rapidement. Les deux hommes signent alors un contrat. Après le départ de Bezel, tous les habitants du village sont très heureux et félicitent Hiraku pour sa décision. Auparavant, les autres devaient payer 50 à 60% de la récolte en guise d'impôt, alors qu'aujourd'hui, ils ne doivent payer que 10% de la récolte en échange de la protection du royaume démoniaque. De plus, le cadeau de Bezel est une panacée très précieuse, qui peut guérir de nombreuses blessures. Bezel se sent un peu mal à l'aise. Il s'avère qu'après avoir pris connaissance de la capacité d'Hiraku à vaincre la wyverne sans effort, ils avaient l'intention de lui offrir la terre gratuitement. Lorsque Bezel aperçoit la princesse vampire et l'ange le plus puissant du village, ainsi que des elfes de haut niveau et de redoutables loups-démons de l'enfer, il est de plus en plus convaincu de la justesse de son plan. À sa grande surprise, Hiraku lui propose de payer des impôts et de se soumettre au roi des démons. N'ayant d'autre choix que de se plier à la demande d'Hiraku, Bezel accepte avec un sentiment d'appréhension. Heureusement, l'attitude amicale d'Hiraku le met à l'aise. De plus, Hiraku lui envoie quelques spécialités en guise de cadeaux d'adieu. C'est alors que Bezel se rend compte que le paquet de cadeaux est fait de la soie de l'araignée démoniaque, une créature dont on dit qu'elle possède un pouvoir légendaire qui rivalise avec celui du roi des démons. La réputation d'Hiraku continue de se répandre dans le royaume démoniaque et les gens ont de plus en plus peur de lui. Un dragon bleu et ses serviteurs vivent dans le repère situé au sud du village. Ils ont vu Hiraku vaincre la wyverne et viennent lui témoigner leur sympathie. Le dragon bleu se transforme en humain et salue Hiraku en se présentant sous le nom de Dream. Apprenant que Dream est son voisin, Hiraku prépare un vin délicieux pour divertir Dream. Dream est conquis par le vin, qui contient l'odeur corporelle de beauté de toutes les races. Après avoir discuté ensemble, ils deviennent de bons amis et Hiraku offre à Dream de nombreuses pommes avant de partir. Peu après, un groupe d'hommes-bêtes arrive au village. Ils vivent sur la montagne à l'est du village et viennent cette fois pour nouer de bonnes relations avec le village, mais ils ne connaissent pas l'étiquette et arrivent sans préparer de cadeaux de bienvenue. Par conséquent, les villageois du village du Grand Arbre les ont d'abord considérés comme des ennemis. Heureusement, Hiraku ne s'en préoccupe guère et le groupe d'hommes-bêtes est régalé de délicieux plats. L'appétit rassasié, les hommes-bêtes révèlent le but de leur visite. Il s'avère qu'ils vivent du commerce avec les villages humains voisins des provisions qu'ils ont obtenues par la chasse et l'exploitation minière. Cependant, à cause de certains conflits, leur commerce est maintenant au point mort. Récemment, le royaume démoniaque a annoncé l'emplacement de son nouveau territoire, le village du Grand Arbre. Ce groupe d'hommes-bêtes a l'intention de se lier d'amitié avec le village et de devenir son nouveau partenaire commercial. Les hommes-bêtes peuvent fournir de nombreux objets et matériaux à base de minerais, dont le grand village des arbres a besoin, et il se trouve que les hommes-bêtes manquent de nourriture. Les deux villages concluent donc un accord commercial et le grand village des arbres échange de la nourriture contre ces matériaux. Peu de temps après, le jour du premier échange arrive et Hiraku a l'intention d'aller commercer lui-même, mais il est arrêté par Ru qui dit que le chef sera facilement en danger s'il se précipite sur le territoire des autres. Dream est toujours venu prendre un verre, car il boit des vins délicieux. Lorsqu'il apprend que le village du Grand Arbre doit livrer des marchandises à d'autres villages, il propose immédiatement d'aider à livrer les marchandises lui-même. La marchandise mettait 10 jours à arriver sur le territoire de la bête et avec l'aide de Dream, elle est livrée en moins d'une journée. Peu après, Tia conclut l'échange et retourne au village. Pendant ce temps, les hommes-bêtes proposent d'envoyer 20 membres de leur clan s'installer au village du Grand Arbre. Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre dans son village, Hiraku accepte,
mais il y a trop de femmes dans le village, il ajoute donc une condition supplémentaire, à savoir que plusieurs jeunes hommes doivent également s'installer dans le village. Plus tard, les hommes bêtes envoient un groupe de belles filles bêtes mignonnes et sexy et ils envoient quelques mâles conformément à la condition, mais ces mâles sont très jeunes. Iraku est troublé, mais les belles filles elfes sont très excitées en pensant que dans 5 à 10 ans, ces petits garçons deviendront des adultes et que les elfes pourront se reproduire. Quelques jours plus tard, Iraku entend un bruit de combat près du village et l'ange chargé de la patrouille lui dit qu'il s'agit de Super Warcraft Grappling Bear et Bloody VP qui se battent non loin de là. Iraku aurait été effrayé auparavant, mais il s'est maintenant adapté à son pouvoir et n'a qu'une idée en tête, peut-il manger les deux monstres? Iraku utilise son outil agricole omnipotent pour tuer les deux monstres d'un seul coup, ce qui choque les villageois. Bientôt, Iraku prépare de la délicieuse viande d'ours et de serpent grâce à ses talents de cuisinier. Les villageois la mangent avec plaisir et admirent encore plus Iraku. Peu après, un groupe de nains arrive et propose de devenir résident du village du Grand Arbre. Les nains sont une race qui adore boire de l'alcool. Ayant entendu parler du délicieux vin du village, ils proposent de brasser du whisky de maïs en échange de leur statut de villageois. Depuis, une nouvelle race a rejoint le grand village des arbres. Peu après, les nains brassent du whisky de maïs avec la nourriture abondante du village et le soir, ils organisent une fête avec les villageois. En pensant au fait qu'il y a enfin des hommes dans le village, Iraku demande secrètement à ses nains s'ils aiment les belles, mais ils lui répondent qu'ils n'aiment que les belles à barbe. En entendant cela, Iraku ne peut que se lamenter sur le fossé culturel. Un incident inattendu vient troubler la paix. Un jour, 2 dragons apparaissent à l'extérieur du village. Il s'avère que Dream a fréquenté le village du Grand Arbre pour y boire un verre, ce qui a conduit sa femme et sa fille à le soupçonner d'infidélité. Plus tôt, la femme de Dream a échappé de justesse à une rencontre potentiellement fatale avec Iraku, grâce à l'intervention de son vieil ami, l'araignée du village. Effrayée par la puissance d'Iraku, elle décide de laisser sa fille Lastismoon au village, en espérant que sa fille et Iraku puissent développer une relation. Depuis, Lastismoon est également restée au village du Grand Arbre. Lastismoon est si puissante qu'elle brise toujours les récoltes en travaillant. Iraku découvre qu'elle connaît très bien l'étiquette et d'autres normes, et il la charge donc des relations diplomatiques du village. Bezel découvre que le diplomate du grand village des arbres est issu du terrifiant clan du dragon et il est une fois de plus choqué par la puissance du grand village des arbres. Bezel décide d'envoyer sa fille, Florem, au village des grands arbres afin d'obtenir plus de renseignements. Dès son arrivée au village, Florem est effrayée par les membres. Elle voit des anges, des elfes de haut niveau, des loups de l'enfer et des araignées démoniaques. Le village sera bien plus puissant que le royaume démoniaque si toutes les races unissent leurs forces. En entendant que le chef du village peut vaincre seul les dragons, elle a encore plus peur d'Iraku. Elle n'a qu'une idée en tête, celle d'entretenir de bonnes relations avec le grand village des arbres. À partir de ce moment-là, le village des grands arbres a connu une croissance remarquable. Un jour, Iraku veut manger un hot pot de fruits de mer, alors il organise le voyage de Florem et du diplomate Lastismoon vers les mers lointaines pour faire du commerce avec un marchand de fruits de mer local. Peu de temps après, le marchand de fruits de mer se rend au village du Grand Arbre pour signer un contrat établissant un partenariat commercial à long terme. Si le marchand accepte leur demande sans hésiter, c'est parce qu'il a peur de la puissance du village. De plus, les récoltes du village sont toutes de grande qualité. Un autre dragon arrive au village du Grand Arbre. Ce dragon est en fait la sœur de Dream, Akuran, qui a entendu dire que Dream allait marier sa fille au chef du grand village des arbres, et qui vient donc tester la force d'Iraku. Mais surtout, Lastismoon a 900 ans de moins qu'Akuran et elle ne veut pas que sa nièce trouve un amant plus tôt qu'elle. Après avoir appris l'identité de Akuran, Iraku l'a diverti. Akuran a entendu dire que le village du Grand Arbre propose un jeu spécial appelé Mahjong en plus d'une nourriture délicieuse. Elle demande alors à Iraku de l'emmener jouer, et Iraku emmène Akuran, Dream et Lastismoon jouer au Mahjong ensemble. Pour rendre les choses encore plus drôles, ils décident d'enlever un vêtement à chaque perte. Iraku ne gagne aucun avantage dans le jeu et finit par se déshabiller. Après cette soirée, Akuran décide de rester au village du Grand Arbre. Iraku découvre que Akuran est doué pour l'enseignement et lui confie l'éducation des enfants du village. Par ailleurs, un autre événement intriguant se produit au village. Lors de leur patrouille, les loups démons découvrent un labyrinthe souterrain à proximité. Là, ils tombent sur les dames Lamia, qui envoient des cadeaux de bienvenue pour éviter tout conflit potentiel et expriment leur volonté de rejoindre le grand village des arbres. Iraku découvre que les Lamia sont douées pour le transport. Elles sont organisées pour former une équipe de transport au sein du Great Tree Village, aidant à acheminer les fournitures vers les différentes villes. À ce moment-là, Yuri, la fille du roi démon, discute avec 3 nobles de la manière d'attaquer le village des grands arbres. Il s'avère que Florem est une amie de la fille du roi des démons.
Elle découvre que Florem n'est pas rentré chez lui depuis longtemps, pensant qu'il a été kidnappé par les habitants du village du Grand Arbre. Elle a donc l'intention de lancer une attaque pour récupérer Florem. Florem est devenue la trésorière du grand village des arbres et elle apprend la nouvelle de son père à temps. Avec l'aide de Lamia, elle réussit à faire fuir l'armée qui tente d'attaquer le village. Pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent, Florem organise une visite du grand village des arbres pour Yuri et les 3 filles nobles. Connaissant la force terrifiante du village, les filles réalisent rapidement qu'il est inutile de défier le village du Grand Arbre. Yuri apprend également de Florem que le village possède non seulement une nourriture délicieuse mais aussi une atmosphère amicale. C'est pourquoi Florem reste volontairement au village au lieu de se laisser menacer. En apprenant cela, les 3 sœurs nobles proposent de rejoindre le village en tant que subordonnées de Florem, car elles sont fatiguées depuis longtemps des intrigues entre les nobles de la ville. Le village du Grand Arbre retrouve sa tranquillité. Le temps passe et l'automne arrive. Les villageois commencent à collecter de la nourriture pour l'hiver et se rendent compte que même s'ils remplissent l'entrepôt, ils ont encore une grande quantité de nourriture en trop. Akuran et Lastismoon décident de donner une partie de cette nourriture à leurs parents éloignés. Lorsqu'Akuran retourne au grand village des arbres, elle ramène un groupe d'elfes des montagnes. Ces elfes vivaient à l'origine sur une montagne éloignée, où la nourriture et les provisions sont rares et où ces elfes de montagne ne pouvaient presque pas survivre. Croyant en leur prouesse de chasseurs, les elfes des montagnes viennent au village pour les aider dans leurs activités de chasse. Cependant, toutes les créatures de la forêt de la mort se révèlent bien plus fortes qu'eux. Chaque fois qu'ils partent à la chasse, non seulement ils n'obtiennent aucun résultat, mais ils se blessent souvent. Heureusement, Iraku découvre que les elfes des montagnes sont capables de trouver de l'argile pour faire de la poterie grâce à leur longue expérience de la vie en montagne. L'hiver arrive bientôt. Les villageois remarquent que Ru semble malade. Elle a envie de vomir tout le temps et ne veut rien manger, sauf des aliments acides comme les tomates. La fillette à côté d'elle devine que Ru est peut-être enceinte. Les villageois sont ravis d'apprendre que Ru est enceinte. À partir de ce jour, Ru commence à se reposer. Quant à savoir qui est le père de l'enfant, il s'agit sans aucun doute d'Iraku. Bientôt, l'hiver a disparu et le ventre de Ru grossit. Iraku se préoccupe chaque jour de la santé de Ru, ce qui lui fait chaud au cœur. Les servantes sont chargées du nettoyage de l'intérieur et de la cuisine. Comme elles insistent pour se lever plus tôt que le chef du village, Iraku doit se lever plus tard, sinon les servantes seront très fatiguées. Les 3 anges chargés de patrouiller sont également très spéciaux. En plus de leur excellente apparence, ils possèdent des aptitudes au combat. Cependant, ils font preuve d'une grande paresse lorsqu'ils ne sont pas en service, et même leurs vêtements sont lavés par les hommes lézards. Iraku utilise également son outil agricole omnipotent pour fabriquer des accessoires, notamment des jouets pour les enfants du village et des meubles. Des entraînements au combat sont également organisés régulièrement dans le village en cas d'invasion ennemie. Iraku découvre que depuis que Ru est enceinte, chaque fois qu'il prend un bain, des beautés elfiques se faufilent dans sa chambre. Il semble que ces beautés elfiques veuillent avoir des bébés avec Iraku. Cela le rend très impuissant. Un jour, un nouvel hôte arrive au village. Lorsqu'Iraku le trouve, l'invité est en train de se prosterner devant la statue du dieu sculptée par Iraku. Il s'avère que le visiteur est le progéniteur vampire, qui a des milliers d'années et peut être considéré comme l'aîné de Ru. Il explique que lorsqu'il est né, il a reçu les bénédictions de ce dieu et qu'il le respecte donc beaucoup. Voyant que le progéniteur vampire aime beaucoup la statue du dieu, Iraku décide de sculpter une copie de la statue et de l'offrir au progéniteur vampire. En échange, ce dernier lui offre un piano de grande valeur. Plus tard, Iraku se rend chez un marchand et achète quelques pianos bon marché pour s'entraîner. À partir de ce moment-là, les villageois suivent un autre cours intéressant. Les filles du royaume démoniaque sont douées pour le piano et prennent l'initiative d'enseigner aux villageois pendant leur moment de loisir. Le temps passe vite et après quelques mois, le jour de l'accouchement de Ru est presque arrivé. Pour fêter l'arrivée du bébé, les villageois préparent divers cadeaux pour Ru. L'araignée a même confectionné des vêtements pour le bébé. Iraku est aux côtés de Ru et tous deux rêvent de leur belle vie future ensemble. C'est alors que Ru ressent une douleur soudaine et qu'il est temps d'accoucher. Iraku appelle immédiatement les villageois à l'aide et, grâce à l'effort de tous, le bébé naît en bonne santé. Alors qu'Iraku tient le bébé dans ses bras, un sentiment d'excitation l'envahit. Dans sa vie précédente, il se languissait à l'hôpital à cause de la maladie et vivait une vie solitaire, mais dans cette vie, il a sa femme bien-aimée et leur précieux enfant. Il se promet de faire grandir son enfant en bonne santé. L'arrivée du bébé a redonné de la vitalité au village du Grand Arbre et les villageois l'aiment tous beaucoup. Iraku, en tant que chef du village, doit s'occuper de tous les travaux et de toutes les affaires, ce qui le rend très occupé. S'il continue ainsi, il ne pourra pas passer plus de temps avec sa femme et son enfant. Un jour, il réunit tout le monde et introduit une nouvelle règle qui consiste à échanger des objets avec la monnaie qu'ils ont fabriquée.
Au départ, chacun peut obtenir 3 pièces spéciales qui lui permettent d'échanger les objets qu'il préfère, qu'il s'agisse de vin, de nourriture ou de meubles. Avec l'ajout du système monétaire, les règles du grand village des arbres deviennent plus standardisées. Hiraku est enfin soulagé. Peu après, le grand village des arbres organise un banquet pour célébrer l'arrivée du bébé. Les nains apportent leur propre vin rouge et tout le monde boit joyeusement ce soir-là. D'autres pays et d'autres forces ont appris que le chef du grand village des arbres avait eu son propre bébé et ils ont commencé à préparer leurs propres cadeaux. Le village du grand arbre est devenu une force très puissante dans ce monde. C'est pourquoi de nombreuses personnes souhaitent s'installer dans ce village prospère. Sur les conseils de tous, Hiraku étend son domaine et établit un nouveau village à côté du village du grand arbre. Ce nouveau village servira de refuge aux réfugiés. Tous les villageois sont enthousiastes à l'idée d'entreprendre cette tâche, car ils veulent transmettre la vie heureuse du village du grand arbre à ceux qui souffrent. L'histoire du grand village des arbres continue et Hiraku se lance dans son voyage, aidant les gens de ce monde avec son outil agricole omnipotent et l'espoir de l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.